Le soleil de Marseille frappe le pare-brise. 314 km depuis Lyon. L'air conditionné peine à masquer la chaleur étouffante qui monte de l'asphalte. Mes mains sont moites sur le volant. Je souris. Une petite bulle de joie, secrète et fragile, flotte dans ma poitrine. Sur le siège passager, mon sac à main. Et à l'intérieur, dans une enveloppe en carton rigide, le cadeau. Notre cadeau, une échographie. 8 semaines, un petit point grisâtre sur un fond noir, qui est déjà tout mon univers. J'imagine la tête d'Adrien, ses yeux qui vont s'agrandir, son sourire d'abord surpris, puis éclatant. Lui qui dit toujours que nous avons tout le temps. 10 ans de vie commune, 4 ans à s'aimer, 6 ans à se marier, 10 ans à construire. Il est temps, Adrien. Il est temps de devenir une famille. Il est à Marseille depuis 3 semaines. Son projet critique, le lancement de sa nouvelle application. Il travaille trop, il est fatigué. Je l'entends dans sa voix, le soir, au téléphone. Une lassitude métallique. Ne viens pas, Élodie, c'est le chaos ici. Attends que j'ai fini, je rentrerai à Lyon et je t'emmènerai dîner. Mais je n'ai pas pu attendre. La surprise sera encore plus belle. Je prends mon sac. L'enveloppe en carton est chaude. Je vérifie mon reflet dans la vitre teintée de la voiture. Je suis un peu pâle, mais mes yeux brillent. Je porte cette robe bleue qu'il aime tant. L'ascenseur est silencieux, climatisé. Une musique d'ambiance insipide. J'ai mon propre jeu de clés. Je n'ai jamais eu besoin de les utiliser. C'est la première fois que je viens le voir sans prévenir. La joie danse dans mes veines. J'ai envie de rire toute seule. J'arrive devant la porte. Numéro 704. Je glisse la clé dans la serrure. Elle tourne sans un bruit. La porte s'ouvre. Mais ce n'est pas l'air qui me saisit. C'est le silence. Un silence épais, lourd, anormal. Adrien ? Ma voix est faible. L'excitation a disparu, remplacée par une appréhension soudaine. Je fais un pas à l'intérieur. Et je la vois, sur le carrelage de l'entrée. Une paire d'escarpins noirs, très hauts, pointus. Ce ne sont pas les miens. Je ne porte jamais de talons aussi hauts. Je reste immobile. Je regarde ses chaussures. Elles sont taille 37. Je fais du 38. Elles sont posées là, un peu de travers, comme si on les avait enlevées à la hâte. Je lève les yeux. Sur la console en verre, un sac à main. Un petit sac en cuir rouge vif avec une chaîne dorée. Une odeur flotte dans l'air. Un parfum. Sucré. Oppressant. Des notes de vanille et de patchouli. Ce n'est pas mon parfum. J'ai horreur de la vanille. La bulle de joie dans ma poitrine vient d'éclater. Elle laisse un vide glacial. Je serre l'anse de mon sac. L'enveloppe en carton à l'intérieur pèse soudain 1 tonne. Rouler 314 km dans l'autre sens. Prétendre que je n'ai rien vu. Mais je sais. Au fond de moi, je sais déjà. C'est à cet instant précis que je l'entends. Un rire étouffé. Un petit gloussement. Il vient de la chambre. La porte est entr'ouverte. Et ce rire s'arrête net. Comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Ils m'ont entendu. Le silence qui suit est pire que le bruit. C'est un silence coupable. Mes jambes sont en coton. J'ai l'impression de marcher au fond de l'océan. Chaque pas demande un effort surhumain. Je lâche mon sac à main sur la console, à côté du sac rouge. Je marche dans le couloir. Le carrelage est froid sous mes sandales. La porte de la chambre est là. Je n'ai pas besoin de la pousser. Je peux voir, l'odeur de vanille est plus forte ici, mélangée à une autre odeur. Une odeur de tabac froid. Adrien a arrêté de fumer il y a 2 ans. Il m'avait promis. Je m'arrête sur le seuil. Mes yeux mettent 1 seconde à s'adapter à la pénombre. Les volets sont à moitié fermés. La climatisation souffle doucement. Le lit est défait. Les draps blancs sont en désordre. Adrien est assis sur le bord du lit. Torse nu. Il tient une cigarette entre ses doigts. La fumée monte en spirale lente vers le plafond. La cendre tombe sur le sol. Il ne regarde même pas. Il me regarde. Il n'y a rien dans ses yeux. Pas de panique, pas de culpabilité, pas même de surprise, juste de l'agacement. Comme si j'étais une employée de l'hôtel, entrée sans frapper. Et puis je la vois. Elle est blottie dans les draps, une masse de cheveux bruns emmêlés. Elle se cache le visage, seule une épaule nue dépasse, une peau jeune. Je reconnais le gloussement. C'est elle qui riait, ma gorge est sèche, le sang bat à mes tempes, j'entends un sifflement aigu dans mes oreilles. Je veux crier, je veux pleurer, je veux jeter cette lampe sur la table de nuit à la figure d'Adrien. Mais je ne bouge pas. Je suis paralysée. Adrien écrase sa cigarette dans une tasse de café vide sur la table de chevet. Il prend son temps, puis sa voix tombe, rauque, froide. Pourquoi tu es là? Pas Élodie, pas mon amour, juste tu. Je ne t'attendais pas.
Il se lève. Il ne cherche même pas à se couvrir. Il prend son jean sur une chaise et commence à l'enfiler. « Tu n'as pas appelé, dit-il, comme si c'était moi le problème. Moi qui n'ai pas prévenu. Moi qui ai gâché leur moment. La fille dans le lit bouge. Elle se redresse un peu, les draps serrés contre sa poitrine. Elle doit avoir 24, peut-être 25 ans. Elle me regarde par-dessus l'épaule d'Adrien, avec curiosité. Pas de honte, de la curiosité. Je sens la nausée monter. L'image de l'échographie brûle derrière mes paupières. Je respire, lentement. Je dois respirer, je les regarde. L'homme que j'ai construit, l'homme que j'ai soutenu, l'homme qui m'a menti. Et cette fille, cette inconnue qui porte mon parfum. Non, qui porte son parfum. Adrien, ma voix est un souffle, je ne la reconnais pas. Tu sais ce que tu fais ? La question est stupide, bien sûr qu'il le sait. Je le vois dans son regard. Il se tourne vers moi. Il a fini de mettre son jean. Il passe une main dans ses cheveux. Un geste que je connais par cœur. Le geste qu'il fait quand il est contrarié. Contrarié ? Pas dévasté, pas honteux, juste contrarié. Je regarde la fille. Elle ose enfin lever la tête. Elle a de grands yeux sombres. Elle est jolie, d'une beauté fraîche, presque insolente. « Comment tu t'appelles ?» je lui demande. Ma voix est étonnamment stable. La fille ouvre la bouche, mais avant qu'elle ne puisse parler, Adrien fait un pas vers elle. Il se place entre elle et moi. Un geste protecteur. Il la protège. De moi. Mon estomac se contracte si violemment que je dois m'appuyer contre le mur. Il me regarde, et pour la première fois, je vois une émotion, de la méfiance. Il se méfie de moi, de ce que je pourrais faire à elle. Élodie ne lui dit rien. Sa voix est dure, un ordre. Ce n'est pas sa faute, c'est moi. Il fait une pause. C'est moi qui ai merdé. J'assume. J'assume. Ces deux mots. Comme si assumer était un bouclier magique. Comme si assumer excusait tout. L'adultère, le mensonge, la trahison de 10 années de notre vie. Je le regarde, debout devant cette fille, la défendant. Et je sens quelque chose se briser en moi. Ce n'est pas seulement mon cœur, c'est plus profond. C'est ma foi, ma confiance, c'est le fondement même de ma vie. Adrien se détourne de moi. Il va vers l'armoire, il l'ouvre. Je vois mes affaires, mes quelques robes que je laissais ici pour les week-ends. Elles sont poussées sur le côté, il y a d'autres vêtements, des robes colorées, des jupes courtes. Il sort une robe d'été, neuve. L'étiquette est encore dessus. Il la jette sur le lit vers la fille. Sa voix change. Elle devient douce, presque tendre. Un ton qu'il n'a pas utilisé avec moi depuis des mois. Mais ça, Camille, elle a un nom. Sois gentille, rentre chez toi, je t'appelle tout à l'heure. Elle hoche la tête, comme une enfant obéissante. Elle se lève du lit, enroulée dans le drap. Elle prend la robe, elle se retourne, me tournant le dos, et laisse tomber le drap. Je vois sa jeunesse, sa peau ferme. Adrien regarde, puis il se tourne vers moi pendant qu'elle enfile la robe. On doit parler, Élodie. Je ne réponds pas. Je suis sortie de la chambre. Je retourne dans le salon. Le sac rouge est toujours sur la console, à côté du mien. Je vais jusqu'à la baie vitrée. Le soleil tape. La ville est écrasante de lumière. Je vois le vieux port au loin. L'air frais de la climatisation me brûle la peau. J'entends Adrien aider Camille. J'entends le bruit d'une fermeture éclair qu'on remonte. Je ris. Un petit rire sec, étranglé. Je ne pleure pas. Je ris parce que c'est absurde. Je suis venue annoncer une vie. Et je suis accueillie par la fin d'une autre. Adrien l'accompagne à la porte. Je l'entends lui murmurer quelque chose. Des mots doux, rassurants. La porte s'ouvre. La porte se ferme. Le silence revient. Mais ce n'est plus le même silence. C'est un silence mort. J'entends ses pas derrière moi. Il s'arrête à quelques mètres. Il se racle la gorge. Élodie, je ne me retourne pas. Je continue de fixer la ville. On devrait s'asseoir. Il allume une autre cigarette. L'odeur m'agresse. Il s'affale sur le canapé. Le canapé où nous nous sommes assis ensemble, il y a 2 mois, en buvant du vin et en parlant de l'avenir. Je me sens sale. Je suis fatiguée, Élodie. Sa voix est plate. Tellement fatiguée. Si je n'avais pas rencontré Camille, je ne sais pas si j'aurais tenu le coup. J'attends. Je ne dis rien. Il continue. Il parle d'elle, de sa vie, de son énergie. Il parle d'elle comme d'un sauveur. Puis, il lève les yeux vers moi. Le regard dur, décidé. Comme s'il avait répété ce discours 1000 fois. Entre nous, Élodie,
Il n'y a plus d'amour, ça fait longtemps. Alors arrêtons. C'est mieux comme ça. Il dit ça. Simplement. On n'a pas d'enfant, on est encore jeune, on peut tous les deux recommencer. 4 mots. On n'a pas d'enfant. La phrase résonne dans le vide de ma poitrine. Elle frappe le petit point gris sur l'échographie. Elle anéantit tout. Il parle sérieusement. Chaque mot est pesé, chaque mot est choisi. Pour me dire que nos 10 ans n'étaient rien. Pour effacer notre histoire. La cigarette est finie. Il l'écrase dans un cendrier. Il se lève. Il prend ses clés de voiture sur la console. Il passe devant moi. Il s'arrête une seconde. Pense à ce que tu veux pour le divorce. J'essaierai de compenser. Autant que possible. Il ouvre la porte. Je vais la rejoindre. Elle ne doit pas être bien. La porte se referme. Je suis seule. Je reste devant la fenêtre pendant 1 heure. Peut-être 2. Je ne pense à rien. C'est blanc. Vide. Puis je bouge. Je vais dans le salon. Je prends mon téléphone. Je vois que j'ai oublié d'arrêter l'enregistreur vocal. Je l'avais lancé dans la voiture pour garder un souvenir de sa réaction. J'appuie sur stop. Je sauvegarde le fichier. Puis je prends des photos. Les chaussures, le sac rouge, le lit défait, la tasse avec les mégots, la robe neuve sur la chaise. Je vais dans la salle de bain. Ses produits de beauté, sa brosse à dents, à côté de celle d'Adrien. Je prends des photos. Je retourne dans la chambre. Je vais à l'armoire. Je sors mes robes, une par une. Je les jette sur le sol. Puis je prends ses vêtements, les robes colorées, les jupes courtes. Je les jette aussi. Je retourne à l'entrée. Je prends mon sac. Je sors l'enveloppe en carton. Je la tiens dans ma main. L'image de mon bébé, notre bébé, mon cadeau surprise. Je le regarde. On n'a pas d'enfant. Les mots d'Adrien résonnent encore. Il ne le saura jamais. Je remets l'échographie dans mon sac. Je ne ferme pas la porte à clé. Ce n'est plus chez moi. Le parking souterrain est une fournaise. L'air est immobile, chargé d'essence et de béton chaud. Je marche vers ma voiture. Mes pas résonnent. Je n'ai pas pleuré, pas une larme. Je suis au-delà des larmes. Je suis dans un état de clarté terrifiante. Le monde est soudainement devenu très net, très tranchant. Les couleurs sont plus vives, les sons sont plus forts. La poignée de la portière est brûlante. Je m'assois, l'habitacle est un four. Je démarre le moteur. La climatisation se met en marche, soufflant un air tiède qui sent la poussière. Je reste là, immobile, les mains sur le volant. Je regarde le mur gris en face de moi. Pense à ce que tu veux pour le divorce. J'essaierai de compenser. Compenser. Comment compense-t-il 10 ans ? Comment compense-t-il les sacrifices ? J'ai abandonné ma propre agence d'architecture à Lyon pour fusionner avec la sienne, pour qu'il ait plus de poids face aux investisseurs. J'ai géré les clients difficiles, j'ai géré les finances, j'ai géré sa mère malade, j'ai géré notre vie pour qu'il puisse réussir. Et il y a réussi. Et maintenant, j'essaierai de compenser. Je sors mon sac du siège passager, je l'ouvre, je sors l'enveloppe en carton. Je regarde l'image floue, ce petit point gris, notre bébé. Je pensais que c'était notre bébé. Je réalise, avec une froideur qui me glace le cœur, que ce n'est plus notre bébé. C'est mon bébé. Adrien ne l'a pas seulement abandonné, il a nié son existence avant même de la connaître. On n'a pas d'enfant. Cette phrase est une sentence. Elle vient de sceller son destin. Et le mien. Je range l'échographie. Soigneusement. Je mets la voiture en marche arrière. Je quitte le parking. La lumière du soleil de Marseille est aveuglante quand j'émerge dans la rue. 314 km pour rentrer. Je mets la radio. Une chanson d'amour stupide. Je l'éteins. Je roule. Je ne pense à rien. Je suis juste un corps dans une boîte en métal qui se déplace sur une autoroute. Je dépasse les panneaux. Aix-en-Provence. Avignon. Orange. Le soleil commence à descendre. Le ciel passe du bleu éclatant à l'orange, puis au violet. Je ne m'arrête pas. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas soif. J'ai juste mal. Une douleur sourde, physique, comme si on m'avait frappé à l'estomac. La nausée est là, la nausée du premier trimestre. Elle se mélange à la nausée de la trahison. Je me concentre sur la route, les lignes blanches, les feux arrière des autres voitures. C'est moi qui ai merdé. J'assume. Ne lui dis rien. Ce n'est pas sa faute. Il l'a protégée. Il m'a exposée. Il l'a choisie. Elle, une inconnue, plutôt que moi, sa femme depuis 10 ans. Je me demande depuis quand. Depuis combien de temps ce mensonge dure-t-il ? Depuis combien de temps suis-je la fatiguée ? Depuis combien de temps est-elle l'énergie ? Je repense à ces voyages critiques à Marseille, au week-end où il devait finaliser le code, aux appels tard le soir, sa voix basse, disant qu'il était épuisé. Il n'était pas épuisé, il était comblé, il était avec elle.
Mon téléphone sonne. Je le regarde. C'est lui, Adrien. Mon cœur fait un bond stupide. Peut-être qu'il regrette. Peut-être qu'il va s'excuser. Peut-être qu'il a réalisé. Je décroche. Je mets le haut-parleur. Élodie? Oui. Ma voix est rejetée. Tu es où? Sur la route. Tu rentres à Lyon? Oui. Un silence. J'entends du bruit derrière lui. De la musique, un bar. Écoute, dit-il, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'attends. Mais c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Non, on ne peut pas. Sois raisonnable, Élodie. On est des adultes. Des adultes. Je t'appelle juste pour te dire, n'essaie pas de contacter Camille. Je serre le volant. Mes jointures deviennent blanches. Tu la laisses en dehors de ça. C'est entre toi et moi. Je ris. Encore ce petit rire sec. Entre toi et moi, Adrien. Il n'y a plus rien entre toi et moi. Tu l'as dit toi-même. Élodie, ne sois pas quoi? Hystérique. Ce n'est pas moi qui ai baisé une inconnue dans notre lit. Le mot est sorti, cru, violent. Il est choqué. Je l'entends. Je ne suis jamais vulgaire. Tu n'as pas à lui parler comme ça, dit-il, la voix dure. Je ne lui parle pas. Je te parle. Laisse-la tranquille. Elle est jeune. Elle ne comprend pas tout ça. Elle comprend assez pour coucher avec un homme qui est marié. Je t'ai dit que c'était ma faute, il crie presque. C'est moi qui l'ai voulu. Laisse-la. Je vois clair, maintenant. Ce n'est pas un appel d'excuse, c'est un appel de protection. Il m'appelle, moi, sa femme, pour protéger sa maîtresse. Tu sais quoi, Adrien? Quoi? Tu as raison. Il y a un silence. Il est surpris. C'est entre toi et moi. Alors je vais faire simple. J'arrive à Lyon dans 2 heures. Demain matin, à 9 heures, je serai chez Maître Valérie, mon avocat. Quoi? Élodie, attends. Tu voulais le divorce. Tu vas l'avoir. Tu voulais compenser. Tu vas compenser. N'appelle pas Valérie. On peut régler ça à l'amiable. Non. Nous ne pouvons plus rien régler à l'amiable. L'amiable est mort à Marseille, sur ce canapé sale. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi. Je raccroche. Je bloque son numéro. Je bloque aussi son numéro sur toutes les applications de messagerie. Je respire. Le sifflement dans mes oreilles a cessé. La douleur dans mon estomac est toujours là. Mais elle n'est plus paralysante. Elle se transforme en autre chose. Quelque chose de froid et de dur, comme de l'acier. J'arrive à Lyon. Il est presque minuit. La ville est endormie. Je ne rentre pas chez nous. Je vais à l'hôtel. Un petit hôtel de charme dans le vieux Lyon. Je paie en liquide. Je prends une chambre. Elle est petite, propre, anonyme. Je m'assois sur le lit. Le silence de la chambre est absolu. Je suis seule. Pour la première fois depuis 10 ans, je suis vraiment seule. Je ne défais pas ma valise. Je m'allonge sur le lit, tout habillée. Je regarde le plafond. Et là, enfin, je pleure. Ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce ne sont pas des larmes de colère. Ce sont des larmes de vide. Je pleure pour la femme naïve qui a conduit 300 kilomètres avec une échographie dans son sac. Je pleure pour la femme stupide qui a cru aux promesses. Je pleure pour les 10 ans que je viens de jeter à la poubelle. Je pleure pour le bébé qui dort dans mon ventre, ce bébé qui n'aura jamais le père qu'il méritait, ce bébé qui est né d'un mensonge. Je pleure jusqu'à ce que mes yeux soient secs, puis je m'endors. Un sommeil lourd, sans rêve. Je me réveille à 7 heures. Le soleil filtre à travers les rideaux. Ma tête est lourde, ma gorge est sèche, mais l'acier est toujours là. Je prends une douche, l'eau chaude me fait du bien. Je regarde mon reflet dans le miroir embué. J'ai l'air plus âgé. Les lignes autour de mes yeux sont plus profondes, mais mon regard est ferme. Je m'habille, la même robe bleue qu'hier. Elle sent la fumée de cigarette d'Adrien. Je la roule en boule et la jette dans la poubelle. Je mets un jean et un t-shirt que j'ai dans mon sac de voyage. Je sors mon téléphone. Je transfère l'enregistrement audio et les photos sur mon ordinateur portable, dans un dossier sécurisé. Puis je les supprime de mon téléphone. Je vérifie mes comptes bancaires. Nous avons un compte joint. Et j'ai mon compte personnel, celui que j'avais avant notre mariage. Je transfère immédiatement la moitié de l'argent du compte joint vers mon compte personnel. Compensé, je commande un café et un croissant à la réception. Je mange. Méthodiquement. Je dois manger. Pour le bébé. À 8h45, je suis dans un taxi. Direction le cabinet de Maître Valérie. C'est le meilleur avocat spécialisé en divorce de Lyon. C'est aussi le plus cher. J'entre dans le bâtiment en marbre.
La réceptionniste me regarde. J'ai rendez-vous avec maître Valérie. Votre nom, s'il vous plaît? Élodie Morel. Je suis désolée, madame Morel, mais je n'ai pas de rendez-vous à votre nom. Je sais, mais dites-lui que c'est Élodie Morel, la femme d'Adrien Morel, et que c'est une urgence. La réceptionniste hésite. Je la regarde, sans ciller. Mon regard est si dur qu'elle baisse les yeux. Elle décroche son téléphone. Maître Valérie, pardon de vous déranger. Il y a une madame Élodie Morel ici. Elle dit que c'est une urgence concernant son mari, Adrien Morel. Elle écoute. Bien, maître, je la fais entrer. Elle raccroche. Vous pouvez y aller. 3e étage. Je n'attends pas l'ascenseur. Je prends ces escaliers. Je pousse la porte en bois massif. Maître Valérie est un homme d'une 60aine d'années, élégant. Il porte un costume impeccable. Il me regarde par-dessus ses lunettes. Madame Morel, asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous? Je m'assois. Je pose mon sac sur mes genoux. Je le regarde droit dans les yeux. Mon mari m'a trompée. Je l'ai découvert hier. Je veux divorcer. Il hoche la tête, lentement. Je vois, l'adultère est toujours désagréable. Avez-vous des preuves? Oui. Des preuves solides? Maître Valérie lève un sourcil. Vous n'avez pas perdu de temps. Je n'ai plus de temps à perdre, maître. Et que voulez-vous? Je veux tout. Il sourit, un sourire fin, presque invisible. Il le fera. Pourquoi en êtes-vous si sûr? Je prends une profonde inspiration. L'acier en moi vibre. Parce que je suis enceinte. Maître Valérie se fige. Il est au courant? Non. Et il ne le sera pas. Pas avant que tout soit signé. Madame Morel, c'est une manœuvre risquée. Il m'a dit hier, je cite, « On n'a pas d'enfant, on peut recommencer. » Je l'ai enregistré. Les yeux de l'avocat s'illuminent. Il comprend. Il comprend le levier que je viens de lui donner. Et en échange? En échange, il aura ce qu'il veut. C'est-à-dire sa liberté et Camille. Maître Valérie se lève. Il marche vers la fenêtre. Il regarde le fleuve. Adrien Morel est un homme puissant, Élodie. Il a des relations. Il se battra. Il se battra pour son argent. Mais il ne se battra pas pour moi. Il est fatigué de moi. Il veut cette fille pleine d'énergie. Je me lève aussi. Il croit qu'il est tombé amoureux. Il croit qu'il recommence une nouvelle vie. Il est aveuglé. Il est stupide. Je m'approche de son bureau. Utilisez ça. Utilisez son arrogance. Utilisez sa culpabilité. Et utilisez le fait qu'il ne sait pas pour le bébé. Je sors mon ordinateur portable. Voici les preuves. Je veux que vous rédigiez un accord de divorce par consentement mutuel. Un accord qui stipule qu'il me cède tout, en échange de quoi je ne demande aucune pension alimentaire et je ne fais aucune mention de l'adultère dans les papiers officiels. C'est audacieux. C'est juste. Il me regarde, longuement. Et si il découvre pour le bébé avant de signer? Il ne le découvrira pas. Il est trop occupé à la consoler. Il m'a appelé hier soir, pas pour s'excuser, mais pour me supplier de laisser sa maîtresse tranquille. Maître Valérie sourit, cette fois. Ce n'est pas un petit sourire. Madame Morel, je crois que nous allons faire de l'excellent travail ensemble. Je hoche la tête. Une dernière chose, maître. Oui? Je veux que tout soit fini en moins d'1 mois. Avant que ça ne se voie. Je pose ma main sur mon ventre plat. L'avocat comprend. Je m'en occupe personnellement. Je sors du bureau. Le soleil de Lyon me semble différent, moins agressif que celui de Marseille. Je marche le long du quai. Je ne suis plus Élodie, la femme d'Adrien. Je ne suis plus la victime. Je suis une mère. Et je suis une femme qui vient de déclarer la guerre. Une guerre silencieuse. Une guerre qu'Adrien, dans son arrogance et sa nouvelle vie, ne voit même pas venir. Il veut être libre. Je vais lui donner sa liberté. Mais elle aura un prix. Le prix de mon silence. Le prix de mes 10 ans. Le taxi me dépose devant l'immeuble. Notre immeuble. Notre succès. Je regarde la façade en pierre de taille. C'est magnifique. Et c'est à moi. Je ne l'ai pas encore. Mais ce sera à moi. Je paye le taxi. Je monte les escaliers. Je n'ai pas la force de saluer le concierge. J'utilise ma clé. La même clé que hier à Marseille. Mais cette fois, quand la porte s'ouvre, c'est différent. Mais ce n'est pas le silence de l'hôtel. Ce n'est pas le silence de la mort de Marseille. C'est mon silence. Je vais dans le salon. C'est impeccable. La femme de ménage est venue mardi. Tout est à sa place. Le grand canapé gris. Les coussins que j'ai choisis. Les étagères qu'il a dessinées. Notre vie parfaitement organisée. Un mensonge. Je pose mon sac sur la table basse.
Je vais dans la cuisine, j'ouvre le réfrigérateur, ironique, je prends une bouteille d'eau, je bois, mon corps sanguin tremble. C'est la réaction. Le contre-coup de l'adrénaline. Je m'assois sur un tabouret de bar, je regarde le plan de travail en marbre, je dois être stratégique. Adrien est toujours à Marseille, avec elle. Il pense que je suis à Lyon, en train de pleurer dans notre lit. Il pense qu'il a le temps. Il pense que je suis faible. Il a tort. Je prends mon téléphone. Je compose le numéro de Maître Valérie. Maître, c'est Élodie Morel, je suis chez moi. Bien, restez-y. C'est votre domicile conjugal, vous avez le droit. Je sais, je veux que vous lanciez la procédure. Maintenant. Je suis en train de rédiger l'assignation, Madame Morel, mais je pense qu'une approche différente est meilleure. Laquelle ? Adrien est en faute, il le sait. Il est aveuglé par cette Camille, il veut sa liberté rapidement. Vous l'avez dit. Oui. Alors, nous allons lui proposer un accord de divorce par consentement mutuel. Immédiatement. Aujourd'hui. Il n'acceptera jamais mes conditions. Pas au début. Mais l'accord sera accompagné d'une petite annexe, un aperçu des preuves que nous avons. Je comprends. L'enregistrement. Les photos. Il dira que c'est du chantage. C'est une négociation, Madame Morel. Il veut une sortie rapide et silencieuse. Nous lui offrons. Mais la discrétion a un prix. Je respire. L'acier en moi se solidifie. Faites-le. Faites-le. Envoyez-le à son avocat personnel, pas à l'avocat de la société. C'est déjà fait. Je l'envoie dans l'heure. Je raccroche. Je me lève. Je dois reprendre possession de cet endroit. Je commence par la chambre. Notre chambre. Je vais au dressing. Ses costumes. Ses chemises. Ses chaussures. Je prends des valises, les plus grandes. Je commence à vider son côté du dressing. Je plie ses costumes, soigneusement. Je ne suis pas en colère. Je suis méthodique. C'est juste une tâche. Chemise après chemise. Pantalon après pantalon. Je fais sa valise. Je sors tout. Je ferme la valise. Puis une autre. Et une autre. Je les aligne dans le couloir, près de la porte d'entrée. Puis je vais dans la salle de bain. Je jette sa brosse à dents, son rasoir, son parfum. Je ne veux plus sentir son odeur. Je retourne dans la chambre. Je change les draps. Je jette les anciens dans un sac poubelle. Je veux une toile vierge. Le soleil se couche sur la Saône. Les valises d'Adrien sont prêtes. Je m'assois sur le canapé. J'attends. Je n'ai pas faim. Je pense au bébé. Mon bébé. Je pose ma main sur mon ventre. On va s'en sortir, je murmure. Toi et moi. Le téléphone sonne. Celui que nous n'utilisons jamais. Je décroche. Oui ? Un silence. Puis sa voix, furieuse. Tu es folle ? Ce n'est pas une question, c'est une accusation. Adrien. Bonjour Adrien. Mon avocat vient de m'appeler. Qu'est-ce que c'est que cette merde, Élodie ? Tu demandes tout ? Je demande ce qui me revient. Ce qui te revient, tu veux couler la boîte ? Notre boîte ? C'est ma boîte aussi. J'ai 50%. Tu crois que je vais te laisser faire ? Tu rêves. Je vais me battre, Élodie. Je vais t'écraser. Sa voix est pleine de venin. L'homme qui, hier, me disait d'être raisonnable. Tu ne veux pas te battre, Adrien ? Je dis calmement. Ah non, et pourquoi ça ? Parce que tu es amoureux. Tu as une nouvelle vie. Les batailles de divorce sont longues. Sales et publiques. J'entends son souffle. Il est pris au piège. Qu'est-ce que c'est que ces preuves dont parle mon avocat ? Tu me menaces ? Je ne te menace pas. Je te propose un choix. Un choix ? C'est du putain de chantage. Soit, tu refuses. Je fais une pause. Et nous allons au tribunal. Je demanderai un divorce pour faute. Adultère. J'utiliserai l'enregistrement. J'utiliserai les photos. Je raconterai tout, Adrien. Tais-toi. Ton nom sera dans la boue. Le nom de la société aussi. Tes investisseurs vont adorer. Pense à ta réputation. Pense à l'homme modèle que tu prétends être. Le silence au bout du fil est assourdissant. Je l'ai touché. Et Camille, j'ajoute d'une voix glaciale. Elle est jeune, tu as dit. Elle ne comprend pas tout. Penses-tu qu'elle appréciera de voir son nom et ses photos dans les journaux de Lyon, d'être connue comme la briseuse de ménage ? Ne la mêle pas à ça. Sa voix a changé. Elle est plus faible. C'est toi qui l'as mêlée à ça, Adrien. Pas moi. Tu es un monstre, Élodie. Je souris. Une grimace amère. Non. Et je suis juste une femme qui a été poussée à bout. Hier, tu m'as dit de penser à ce que je voulais. J'y ai pensé. Alors nous irons au tribunal. J'ai le temps. J'ai un excellent avocat. Et j'ai la vérité. Tu n'as rien. J'ai l'enregistrement où tu me dis que tu es fatigué de moi.
J'ai l'enregistrement où tu me supplies de la laisser tranquille. J'ai l'enregistrement où tu me proposes de compenser. Et j'ai l'enregistrement, je dis, en portant le coup de grâce, où tu me dis que nous pouvons recommencer, parce que nous n'avons pas d'enfant. Le souffle d'Adrien se coupe. Il comprend. Il comprend qu'il est piégé par ses propres mots. Tu as 48 heures pour signer, Adrien. 48 heures? Sinon, Maître Valérie dépose l'assignation pour faute et les pièces jointes. Élodie, attends, on peut discuter. Nous n'avons plus rien à nous dire. Tes valises sont prêtes. Elles sont dans l'entrée. Tu peux envoyer quelqu'un les chercher ou les prendre toi-même quand tu viendras signer. Mes valises? Cette maison est à moi maintenant. Tu n'habites plus ici. Tu ne peux pas me mettre dehors. C'est chez moi aussi. Plus maintenant. Change les serrures demain matin. Je raccroche, je coupe la ligne fixe. Mon cœur bat à tout rompre. Mes mains tremblent si fort que je renverse mon verre d'eau. J'ai tenu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai été froide. Calculatrice. Impitoyable. Je ne me reconnais pas. Ou peut-être que je me trouve enfin. La femme gentille. L'architecte talentueuse. La femme aimante. Elle est morte à Marseille. Celle qui reste est une combattante. Je vais dans ma chambre. Ma chambre. Je m'allonge sur les draps propres. Je suis épuisée. Mais pour la première fois depuis 48 heures, je ne me sens plus comme une victime. Je me sens comme quelqu'un qui reprend le contrôle. Le téléphone portable vibre. C'est Adrien. Il appelle. Encore et encore. 10 appels manqués. Puis un message. On doit parler. J'arrive. Il quitte Marseille. Il rentre. La confrontation est inévitable. Je regarde la porte. J'ai peur. Mais l'acier en moi est plus fort. Je prends mon téléphone. J'appelle Maître Valérie. Il arrive. Il est furieux. Bien, ne lui ouvrez pas. C'est chez lui. Il a les clés. Vous avez le droit de refuser l'accès. Mais il forcera peut-être. Je sais. Élodie, voulez-vous que j'appelle la police? Lui interdire l'accès? Non, pas encore. C'est une négociation. S'il vient, je dois lui montrer que je n'ai pas peur. Soyez prudente. N'oubliez pas. Le silence est votre meilleure arme. Vous avez tout dit. N'ajoutez rien. Compris. Je raccroche. Il sera là dans 3 heures. 3 heures pour me préparer à la vraie bataille. L'acte suivi de ma nouvelle vie est terminé. Le choc est passé. La guerre froide a commencé. Et je sais, au fond de moi, que ce n'est que le début. Il pense que je joue ma dernière carte. Il ne sait pas que j'ai encore l'atout maître. L'atout qui grandit silencieusement en moi. Il arrive. Qu'il vienne. Je suis prête. Les 3 heures les plus longues de ma vie. Je n'ai pas bougé du canapé. Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas lu. Un silence nouveau. Un silence vide. J'ai écouté le bruit de mes propres pensées. La peur était là. Une boule froide dans mon estomac. La peur de sa colère. La peur de sa violence. Adrien n'a jamais été violent physiquement. Mais sa colère verbale, sa capacité à démolir l'autre avec des mots, je la connaissais. Je l'avais vue. Dirigée contre des employés, des concurrents. Jamais contre moi. Mais aujourd'hui, je n'étais plus sa femme. J'étais son ennemi. Et puis, il y avait l'autre chose. La nausée. Elle montait, vague après vague. Je respirais, lentement. Tiens bon, je murmurais à mon ventre. Il faut tenir bon. Je mangeais un biscuit sec. Lentement. Pour le bébé, juste pour le bébé. À 22h14, je l'ai entendu. Le bruit de l'ascenseur qui arrive à notre étage, le ding feutré, mon cœur a cessé de battre, puis le bruit de la clé dans la serrure, mais la clé n'a pas tourné doucement. Elle a été enfoncée, brutalement. La porte s'est ouverte à la volée, elle a claqué contre le mur. Adrien, il était là, il n'avait pas l'air d'un homme qui venait de conduire plus de 3 heures. Il avait l'air d'un animal enragé, ses cheveux étaient en désordre, ses yeux étaient injectés de sang. Sa chemise était froissée. Il ne m'a pas regardé. Son regard s'est posé sur les 3 valises noires, parfaitement alignées près de la porte. Ces valises. L'air est sorti de ses poumons dans un sifflement. Mes valises. Sa voix était basse, dangereuse. Tu as fait mes valises? Il a levé les yeux vers moi. J'étais assise sur le canapé, les mains sur mes genoux. Je n'ai pas bougé. Je l'ai regardé. Bonsoir, Adrien. Ma voix était calme, trop calme. Cette tranquillité l'a fait exploser. Bonsoir, bonsoir, tu te fous de moi, Élodie? Il a fait un pas vers moi. Tu détruis ma vie, tu appelles mon avocat, tu me menaces, et tu me dis que bonsoir.
Il a donné un coup de pied dans la première valise. Elle a glissé sur le parquet et a heurté le mur. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» a-t-il crié. Je n'ai pas cillé. Je t'ai dit qu'elle était prête. Tu n'as pas le droit. C'est ma maison, Adrien. C'est notre maison. C'est ma société. C'est mon argent qui a payé tout ça. C'est notre société, j'ai corrigé doucement. Et j'ai 50%. Tu n'auras rien, il hurlait. Tu entends? Rien. Je vais t'enterrer. Je vais dire à tout le monde ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, tu me fais chanter. Je te propose un accord. Un accord? Il a ri. Un rire sec, méchant. Tu appelles ça un accord? Tu me voles? Tu me prends tout ce pourquoi j'ai travaillé. J'ai travaillé aussi, Adrien. Ou tu as oublié? Il s'est approché. Il se tenait au-dessus de moi. Il sentait la sueur, la route et une odeur aigre de tabac froid. Il avait recommencé à fumer, vraiment. « Tu n'es rien sans moi, a-t-il craché. Tu étais une petite architecte avec un petit bureau, je t'ai faite. » L'acier en moi est devenu de la glace. Je me suis levée, lentement. Je lui faisais face. Nous étions à 1 mètre l'un de l'autre. Je n'ai pas peur de toi, Adrien. Il a été surpris. Il s'attendait à des larmes, à des supplications. Il ne s'attendait pas à ça. Sa colère a changé. La rage pure a laissé place à la tactique. Il a changé de ton. « Élodie, regarde-nous. On est en train de s'entretuer. C'est stupide. » Il a essayé de prendre ma main. J'ai reculé. « Ne me touche pas. » Il a soupiré. L'homme fatigué, l'homme raisonnable. « 10 ans, a-t-il dit d'une voix soudainement lasse. 10 ans de mariage. Tu vas vraiment jeter tout ça à la poubelle. Pour une erreur. Une erreur. Il appelait ça une erreur. Oui, il a haussé le ton. C'est une erreur, une putain d'erreur. Ça n'aurait jamais dû arriver. Mais c'est arrivé. Parce que tu n'étais plus là. Je l'ai regardé. Je n'étais plus là. J'étais ici. Je gérais ta maison. Je gérais tes clients. Je gérais ta vie. Non, il a secoué la tête. Tu étais là, physiquement. Mais ton esprit, il était ailleurs, toujours. Mon esprit était au travail. Notre travail. Notre travail, c'est tout ce qui comptait pour toi. L'agence, les plans, les chiffres, tout était parfait et froid. Froid. Comme cet endroit, c'est un musée, Élodie. Ce n'est pas une maison. Je n'ai rien dit. Je l'écoutais. Je l'écoutais réécrire notre histoire. Je l'écoutais, en temps réel, se décharger de toute culpabilité. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu, a-t-il murmuré. Il s'est assis sur l'accoudoir du canapé. Il a caché son visage dans ses mains. C'était du théâtre, du grand théâtre. La pression, les investisseurs, les nuits blanches. J'étais seule, Élodie, terriblement seule. Je t'ai demandé de m'aider. Je t'ai demandé de ralentir. Tu as refusé, j'ai dit, ma voix toujours plate. Ralentir. Pourquoi? Pour qu'on s'assoie dans ce salon silencieux à se regarder. On n'avait plus rien à se dire. Il s'est levé. Il a commencé à marcher. Et puis, j'ai rencontré Camille. Il a dit son nom, ici, dans notre salon. Elle n'est pas comme toi. Je sais, elle couche avec des hommes mariés. Il m'a fusillé du regard. Ne sois pas vulgaire, ça ne te ressemble pas. La vérité est vulgaire, Adrien. Non, tu ne comprends pas. Il avait un sourire étrange, un sourire presque nostalgique. Elle est vivante, tu comprends ça? Elle rit, elle pleure, elle est pleine de vie. Il a ri, comme s'il se souvenait d'une chose merveilleuse. Elle ne planifie pas tout, elle vit, elle n'analyse pas chaque mot, elle ressent. Il s'est arrêté devant moi. Avec elle, je me sens vivant, je me sens comme l'homme que j'étais avant tout ça, avant l'agence, avant l'argent, avant la perfection froide. Je l'ai regardé, et j'ai compris. Il ne mentait pas, il y croyait vraiment, il croyait vraiment à cette histoire qu'il se racontait. L'histoire du mari épuisé, piégé dans un mariage sans amour, qui trouve enfin la rédemption dans les bras d'une âme sœur passionnée. Il n'était pas un simple adultère, il était le héros de sa propre tragédie romantique. Et moi, j'étais le méchant, la femme froide, l'architecte obsédé par le travail, la geôlière de son bonheur. Je l'ai regardé, cet homme que j'avais aimé plus que tout, cet homme pour qui j'aurais déplacé des montagnes. Et je n'ai rien ressenti, pas de haine, pas de colère, pas même de la pitié, juste un vide, une distance infinie. L'homme qui se tenait devant moi était un étranger pathétique qui se mentait à lui-même. « Elle te rend vivant », j'ai répété. « Oui ». Il a hoché la tête, presque avec ferveur. « Tu ne peux pas comprendre. »
Non, j'ai dit. Tu as raison. Je ne peux pas comprendre. Il a vu une ouverture. Il a cru que je cédais. Il s'est rapproché. Élodie, je suis désolée, d'accord? Je suis désolée de t'avoir blessée. Je n'ai jamais voulu ça. Je sais ce que tu as voulu, Adrien. Non, écoute-moi. On peut arranger ça. On ne divorce pas. On prend du temps. Tu quoi? Tu vas arrêter de la voir? Il a hésité, une seconde, une seule seconde. Et dans cette seconde, j'ai eu ma réponse. Il ne pouvait pas. Il ne voulait pas. Il voulait tout. Il voulait le confort de sa vie avec moi et la passion de sa vie avec elle. Tu es incroyable, j'ai soufflé. Non, je suis juste un homme, je suis fatiguée. J'ai merdé. Il a tenté une dernière fois, la carte de la pitié. La carte de notre histoire. Je l'ai regardée. Non, Adrien, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que tu es trop fier. Non, parce que tu l'as tuée. Tu es quoi? Notre histoire. Elle est morte, hier, à Marseille. Il m'a regardé et il a su. Il a su que c'était fini. Il a su qu'il n'y avait plus rien à négocier. Sa mâchoire s'est crispée. La tendresse feinte a disparu. Le masque du PDG est revenu. Alors c'est comme ça. C'est comme ça. Tu vas vraiment essayer de me prendre ma société? Tu n'auras jamais 50% de la valeur. Jamais. Un juge ne te donnera jamais ça. Un juge, si, surtout quand il verra les preuves, l'adultère, l'utilisation des fonds de la société pour loger ta maîtresse, l'enregistrement où tu m'avoues tout. Il est devenu pâle. Il avait oublié les preuves. Il avait cru que son charme suffirait. Tu n'oserais pas. Tu as 48 heures, Adrien. Le compteur tourne. Son téléphone a vibré, sur la table basse où il l'avait posé. L'écran s'est allumé. Camille, en lettres capitales. Nous l'avons regardé tous les deux. Le téléphone a vibré. Encore, une sonnerie stridente dans le silence de notre guerre. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé Adrien. Il était piégé. Piégé entre la femme qu'il avait trahie et la fille qu'il désirait. Piégé entre son passé et son avenir. Un rictus a étiré mes lèvres. C'était presque un sourire. Tu devrais répondre, j'ai dit doucement. Ta vie, elle t'appelle. Le visage d'Adrien s'est décomposé. Il a vu mon sourire. Il a compris que je n'étais plus la femme qu'il avait épousée. Il a compris que j'avais gagné. La haine pure a brillé dans ses yeux. Tu le regretteras, a-t-il sifflé. J'ai déjà tout regretté, Adrien. Il ne me reste plus rien à perdre. Il a attrapé son téléphone. Il a attrapé ses clés de voiture. Il a marché vers la porte. Il n'a pas pris les valises. Il s'est retourné une dernière fois. Tu n'es qu'une garce froide et calculatrice. Et tu es un menteur et un lâche. Il a claqué la porte, puis le silence. Mes jambes ont cédé. Je me suis rattrapée au canapé. J'ai tremblé. De la tête aux pieds, l'adrénaline m'a quitté, me laissant vide. Et la nausée est revenue, violente, irrépressible. J'ai couru aux toilettes. Je me suis agenouillée devant la cuvette. Et j'ai tout vomi. Le biscuit sec, l'eau, l'amertume de ces dernières 24 heures, Je suis restée là, sur le sol froid, haletante. Mon corps était vidé. Je me suis relevée. Je me suis rincé la bouche. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'étais un fantôme, pâle, les yeux cernés, les cheveux collés à mon front humide. J'avais l'air détruite. Mais mes yeux étaient vivants. Ils étaient froids, oui, mais ils étaient vivants. J'ai posé ma main sur mon ventre. C'est fini, petit. Ma voix était un murmure rauque. La première bataille est gagnée. Maintenant, c'est juste nous deux. J'ai quitté la salle de bain. J'ai regardé les valises d'Adrien abandonnées dans l'entrée. Un rappel de sa défaite. J'ai pris un grand sac poubelle et j'ai commencé à jeter tout ce qui restait de lui. Le parfum du mensonge. Il devait disparaître. Le soleil s'est levé. Je ne sais pas si j'ai dormi. Je me suis allongée sur les draps propres et j'ai fixé le plafond. Chaque petit bruit était amplifié. Le ronronnement du réfrigérateur, le craquement du parquet. La sonnerie du téléphone fixe que j'avais débranché n'était plus qu'un écho dans ma tête. Les valises d'Adrien étaient toujours dans l'entrée. 3 sentinelles noires, le symbole de sa défaite précipitée. Mon corps était endolori. J'avais des crampes d'estomac. La nausée était devenue une compagne permanente. Je me suis levée. Mes mouvements étaient lents, robotiques. Je suis allée dans la cuisine. J'ai bu un verre d'eau. J'ai regardé mon téléphone portable. Il était posé sur le comptoir, écran éteint. Je l'ai pris. 27 appels manqués.
Tous du même numéro bloqué. Adrien, 12 messages vocaux. Je n'avais pas besoin de les écouter. Je pouvais deviner leur contenu. D'abord la rage, puis les supplications, puis de nouvelles menaces, 5 emails arrivés sur mon adresse personnelle. Je ne les ai pas ouverts. Ne sois pas... Élodie, s'il te plaît. Tu ne peux pas me faire ça. Pense à notre histoire. Réponds, merde. Je les ai tous sélectionnés. Je les ai marqués comme lus. Puis je les ai archivés. Le silence est une arme. Je commençais à comprendre. Maître Valérie m'avait dit de ne pas cligner des yeux. Je n'allais pas cligner. J'ai mangé un biscuit sec. Je l'ai mâché. Lentement. Je devais nourrir le bébé. C'était mon unique priorité. Ce n'était plus une question d'amour ou de vengeance. C'était une question de survie. La mienne et celle de l'enfant qui l'avait nié sans le savoir. À 9 heures précises, j'ai appelé Maître Valérie. « Bonjour maître, c'est moi. Madame Morel, j'allais vous appeler. Comment allez-vous ? Il est venu. Je sais, son avocat m'a appelé à 7 heures ce matin. Il était furieux. Il a refusé l'accord. Évidemment, la voix de Valérie était calme. C'était la première étape, la rage. Maintenant, vient la peur. Quelle est la suite ? Prenez-les en photo, immédiatement, avec le journal du jour à côté. Compris. Ensuite, Élodie, ils vont essayer de vous salir. Ils vont dire que vous étiez une mauvaise épouse, froide, absente, que vous avez mis la pression sur la société. Il m'a dit tout ça hier soir. Parfait. Il a joué sa seule carte. Maintenant, nous jouons la nôtre. Laquelle ? Le silence et l'argent. J'ai déposé ce matin une requête en référé pour geler vos comptes joints et le compte de la société. Geler tout. J'ai senti une vague de puissance froide. Il va devenir fou, j'ai murmuré. C'est le but. Un homme enragé commet des erreurs. Un homme qui ne peut plus payer sa maîtresse devient désespéré. Laissez-le s'agiter. Vous ne bougez pas. Vous ne répondez à rien. Vous êtes la victime. Vous êtes chez vous. Vous êtes en deuil. En deuil, oui. C'était le mot juste. Et le divorce ? La signation pour faute est prête. Je ne l'envoie pas encore. Je laisse son avocat venir à moi. Croyez-moi, il va venir, très vite. J'ai raccroché. J'ai pris en photo les valises. Puis j'ai fait ce qu'il m'avait dit. J'ai attendu. La journée a été longue. Chaque pièce me rappelait ce que j'avais perdu. Ou plutôt, ce que je n'avais jamais vraiment eu. Cette maison-musée froide. C'était peut-être vrai. Peut-être qu'en essayant de construire une vie parfaite, j'avais oublié de la vivre. Peut-être qu'Adrien avait raison sur un point. J'avais été absente, perdue dans le travail. Mais était-ce une excuse ? Non, c'était une raison. Ce n'était pas une excuse. Je suis allée dans le bureau, notre bureau. J'ai allumé mon ordinateur. Les plans de notre dernier projet étaient ouverts. Un hôtel de luxe à Annecy. Mon projet, mon design. Adrien n'avait fait que le vendre. J'ai regardé les lignes, les perspectives. C'était bon, c'était même excellent. Tu n'es rien sans moi. Son mensonge était si facile. Il le répétait si souvent qu'il avait fini par y croire. Et moi aussi. Je me suis remise au travail. Je me suis plongée dans les plans. C'était mon refuge, mon armure. Si je travaillais, je ne pensais pas. Si je dessinais, je ne sentais pas. Le soir est tombé. J'ai commandé à manger. Des sushis. J'ai mangé devant mon écran. Le silence. J'ai vérifié mon téléphone. 42 appels manqués. 10 emails. Je les ai archivés. Le lendemain, je me suis réveillée avec une seule chose en tête. L'hôpital. J'avais rendez-vous. Mon premier vrai rendez-vous de suivi. Celui où l'on est censé venir en couple. Je me suis habillée. Une robe simple, pas de maquillage. Je suis arrivée à la clinique. La salle d'attente était pleine. Pleine de couples. Des hommes qui tenaient la main de leur femme. Des hommes qui posaient leurs mains sur des ventres ronds. Des sourires. Des murmures excités. Je me suis assise dans un coin, seule. J'ai pris un magazine. J'ai fixé les pages sans les lire. La douleur était différente ici. Ce n'était pas la colère froide de la bataille. C'était une tristesse profonde, suffocante. La réalité de ma décision me frappait en plein visage. J'allais faire ça, seule. Mon enfant n'aurait jamais ça. Il n'aurait jamais cet homme qui attend, nerveux et fier dans une salle d'attente. Il aurait une mère et un chèque de pension alimentaire. La haine pour Adrien est revenue, brûlante. Pas parce qu'il m'avait trompée, mais parce qu'il m'avait volé ça. Il avait volé à son propre enfant un début de vie normal. Madame Morel, l'infirmière m'a appelée. Je me suis levée.
Mes jambes tremblaient. Dans la salle d'examen, tout était blanc et stérile. La gynécologue était douce. « Vous êtes seule aujourd'hui, Madame Morel ?» La question, inévitable. Mon mari est en déplacement. Un voyage d'affaires imprévu. Le mensonge est sorti facilement. Je me suis allongée. Le gel froid sur mon ventre, elle a passé la sonde. Un bruit de statique, puis un son. Rapide, rythmé, bat, 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 bat. Et voilà, a dit le médecin en souriant. Regardez l'écran, vous le voyez ? J'ai tourné la tête, et je l'ai vu. Ce n'était plus un point gris, c'était une forme minuscule, et à l'intérieur, quelque chose scintillait, un cœur qui battait, une vie, une vraie vie, une vie qui ne dépendait pas d'Adrien, qui ne dépendait pas de Camille, une vie qui dépendait de moi. Les larmes que je n'avais pas versées à Marseille, les larmes que je n'avais pas versées face à la rage d'Adrien, elles ont coulé, silencieuses, brûlantes. Je n'ai pas sangloté, j'ai juste pleuré. « Tout va bien ?» a demandé le médecin, inquiète. J'ai hoché la tête, j'ai essuyé mes joues. « Oui », j'ai murmuré. Ma voix était cassée. C'est juste que c'est très réel. C'est le plus beau son du monde, a-t-elle dit, en me tendant un mouchoir. Tout est parfait. Il est fort. Vous êtes à 9 semaines. Elle m'a donné une nouvelle photo, plus claire, plus définie. Je suis sortie de la clinique, serrant cette photo dans ma main. Le monde extérieur semblait différent. Le soleil était plus chaud, l'air était plus frais. L'acier en moi avait trouvé son but. Ce n'était plus une guerre pour l'argent ou la fierté. C'était une guerre pour lui, pour ce cœur qui battait. Les valises d'Adrien avaient disparu. La place dans l'entrée était vide. Il avait envoyé quelqu'un, un assistant, un coursier. Il avait capitulé, du moins sur ce point. La maison était enfin vide de lui. Je me suis sentie plus légère. J'ai posé la nouvelle échographie sur la table de chevet. Puis j'ai vu la lettre. Elle avait été glissée sous la porte, une enveloppe épaisse, officielle, du cabinet de son avocat. J'ai respiré. La vraie contre-attaque, je l'ai ouverte. Mes mains étaient stables. Ce n'était pas une supplication, c'était une offre, une proposition de règlement à l'amiable. Il me proposait une somme, une grosse somme. En dédommagement, disait la lettre, en échange, les 50%, pour rien, ou presque. Il essayait de m'acheter. Il me prenait pour une femme au foyer, idiote et cupide. Il voulait garder la société, son empire, parce que la société, c'était lui, c'était sa fierté. Et il pensait que j'étais faible, il pensait que j'avais peur de me battre. J'ai regardé la lettre, j'ai regardé l'échographie, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé maître Valérie. Valérie a ri, un rire sec. Je vous l'avais dit, la peur, il a peur des preuves, il a peur que ses comptes soient gelés. C'est sa première offre, elle est insultante. Qu'est-ce qu'on fait ? Rien. Rien ? Vous ne répondez pas. Vous ignorez l'offre, totalement. Vous allez à votre bureau demain. Vous continuez à travailler sur vos projets. Vous êtes la copropriétaire. Vous agissez comme tel. Il va être furieux. C'est ce que nous voulons. Laissez-le mariner. Laissez-le se demander pourquoi vous n'avez pas sauté sur l'argent. Laissez-le penser que vous préparez quelque chose de pire. J'ai souri. Le silence. L'arme la plus puissante, Madame Morel. J'ai raccroché. J'ai regardé la lettre de son avocat. Je l'ai prise. Et je l'ai déchirée. Lentement. En 4 morceaux. Il voulait la guerre, il n'avait encore rien vu. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un objectif, le bureau, l'agence Morel et Morel Architecture. Mon nom était sur la porte, au même titre que le sien. Pendant des années, j'avais laissé Adrien être le visage de la société. J'étais le cerveau technique, la créative, celle qui faisait tourner la machine en coulisses. Il était le vendeur, le charmeur. Aujourd'hui, il n'y avait plus de coulisses. Je me suis préparée avec un soin méticuleux. Pas la robe de l'épouse, pas le jean de la femme fatiguée. J'ai mis mon armure de travail, un pantalon tailleur noir, parfaitement coupé, une chemise en soie blanche, des talons bas, mais bruyants. Le genre de talons qui annonce votre arrivée. J'ai coiffé mes cheveux en un chignon strict. J'ai mis du rouge à lèvres, rouge vif, une couleur de guerre. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas vu Élodie Morel, la femme trahie. J'ai vu Madame Morel, la directrice associée. La nausée était là, fidèle au poste. J'ai mâché un morceau de pain sec en appelant un taxi. En arrivant devant l'immeuble de bureau,
Au cœur de la presqu'île, j'ai hésité une seconde, l'estomac noué. Tu n'es rien sans moi. Ces mots se résonnaient. J'ai repensé au battement de cœur. L'acier a repris sa place. J'ai poussé les grandes portes en verre. L'accueil. Claire, la réceptionniste, m'a vue. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est entr'ouverte. Elle a attrapé son téléphone, sans doute pour le prévenir. Je lui ai adressé un signe de tête, froid, poli. « Bonjour Claire, le café est prêt ?»« Quel café est prêt ?»« Oui, Madame Morel. »« Bien sûr, madame. » Elle était terrifiée. Je suis entrée dans l'open space. Le silence est tombé. Un silence de cathédrale. 20 paires d'yeux se sont levés. Les architectes juniors, les dessinateurs, l'équipe administrative. Ils savaient comment. Je l'ignorais. Peut-être avait-il entendu Adrien hurler au téléphone. Peut-être que les rumeurs couraient ou peut-être ont-ils simplement vu mon visage. Je les ai ignorés. J'ai marché. Le bruit de mes talons sur le parquet ciré était le seul son. Clac, clac, clac. Un métronome. Je suis passée devant le bureau vitré d'Adrien. Il était vide. La chaise était de travers. Des papiers jonchaient le sol. Une tasse de café sale. L'homme parfait avait perdu son masque. Mon bureau était juste à côté. Plus petit, mais le mien. Je suis entrée. J'ai allumé mon ordinateur. J'ai ouvert les plans de l'hôtel d'Annecy. Claire est arrivée, tremblante, avec un café. « Merci Claire, veuillez annuler tous mes rendez-vous clients pour aujourd'hui et je veux le rapport financier du dernier trimestre, immédiatement. » Le rapport financier? Mais Monsieur Adrien n'est pas là, je suis là. Le rapport, s'il vous plaît. Elle a filé. Je me suis mise au travail. Je me suis forcée à me concentrer. Lignes, courbes, matériaux. Pendant 1 heure, j'ai réussi. J'ai dessiné, j'ai calculé. J'étais l'architecte. Puis, le chaos est arrivé. Je l'ai d'abord entendu. Une voix, aiguë, énervée. Une voix qui ne devrait pas être là. Je m'en fiche, je sais qu'il est là. Laissez-moi entrer. Je me suis levée. J'ai regardé à travers la vitre de mon bureau, dans l'open space. C'était elle, Camille. Elle n'avait rien à voir avec la fille blottie dans les draps. Elle était ordinaire. Elle portait un jean déchiré, un t-shirt trop court. Ses cheveux étaient en bataille. Elle avait l'air jeune et perdue et furieuse. Claire essayait de la bloquer à l'accueil. « Mademoiselle, je vous assure, Monsieur Morel n'est pas menteuse. Il est là. Il se cache. Il ne répond plus à mes appels. » Elle hurlait. Tous les employés regardaient, immobiles, la scène, le drame en direct, la maîtresse éplorée. J'ai senti la nausée monter, forte. J'ai respiré. J'ai lissé mon pantalon. Et je suis sortie de mon bureau. Clac, clac, clac. Le bruit de mes talons a coupé court à ses cris. Elle s'est retournée. Elle m'a vue. Ses yeux se sont plissés. La reconnaissance, puis la haine. Vous. Sa voix était pleine de venin. C'est de votre faute. Je me suis arrêtée à quelques mètres. J'ai regardé Claire. Claire, retournez à votre poste. J'appelle la sécurité. Non, a crié Camille. Vous n'allez appeler personne. Elle s'est avancée vers moi. C'est vous qui lui avez fait ça. Vous essayez de le ruiner. Elle était au bord des larmes de rage, l'énergie, la vie. Elle était surtout bruyante. Mademoiselle, j'ai dit. Ma voix était basse, mais elle portait dans le silence de mort du bureau. Je ne sais pas qui vous êtes. C'était un mensonge, mais c'était un mensonge nécessaire. Vous mentez. Je suis Camille. Vous le savez très bien. Je ne vous connais pas, et vous n'avez rien à faire ici. C'est un lieu de travail privé. C'est le bureau d'Adrien. Il m'a dit de venir s'il y avait un problème. Adrien n'est pas là. Il vous fuit, c'est ça? Vous lui avez fait peur avec vos menaces. Vous êtes une vieille femme froide et jalouse. Vieille femme. J'avais 34 ans. Elle devait en avoir 24. Une éternité. J'ai regardé les visages de mes employés. Ils étaient horrifiés et fascinés. Je devais terminer ça. Écoutez-moi bien, mademoiselle. Camille. J'ai fait un pas vers elle. Elle a reculé. Instinctivement. Elle était tout en bruit et en fureur. Mais elle n'avait aucune substance. Vous vous donnez en spectacle, j'ai dit, si bas que seuls nous deux pouvions entendre. Je m'en fiche, je l'aime, et il m'aime, il me l'a dit. Il vous l'a dit? J'ai hoché la tête, je vois. Il m'a dit que vous étiez froide, que vous ne l'aviez pas touché depuis des mois. Il m'a dit que votre mariage était mort.
Chaque mot était un coup, mais l'acier tenait bon. Je l'ai regardé, j'ai vu la panique sous sa colère. Il vous a dit tout ça, j'ai dit calmement. Et maintenant, il ne répond plus à vos appels, n'est-ce pas? Elle a blêmi. Il est occupé, à cause de vous. Non, il est occupé parce qu'il n'a plus d'argent. Son visage s'est figé. Quoi? Les comptes sont gelés, mademoiselle. Les siens, ceux de la société. J'ai parlé doucement, mais chaque mot était précis. Elle a secoué la tête. Non, non, ce n'est pas pour ça. C'est pour ça, j'ai dit, sans pitié. L'amour plein de vie, c'est merveilleux, mais ça ne paie pas les factures. Elle m'a regardée. La haine avait disparu. Il n'y avait plus que de la peur. Elle a compris qu'Adrien ne l'avait pas choisi. Il l'avait utilisée, tout comme il m'avait utilisée. Elle était juste un autre outil. Il va m'appeler, a-t-elle murmuré, comme pour se convaincre elle-même. J'en suis sûre. Je me suis retournée vers Claire. Appelez la sécurité. Faites sortir cette personne. L'énergie s'était évaporée. Il ne restait qu'une enfant. Une enfant terrifiée, qui avait tout misé sur le mauvais homme. J'ai eu un instant de pitié. C'était fugace. J'ai sorti mon portefeuille. J'ai pris un billet de 100 €. Je lui ai tendu. Elle a regardé le billet. Puis moi. L'humiliation était totale. Prenez-le. Je ne veux pas de votre argent, a-t-elle sifflé. Mais ses yeux ne quittaient pas le billet. Prenez-le. Achetez-vous un billet de train pour rentrer chez vous. Loin de Lyon, loin de Marseille. Oubliez Adrien. Elle a hésité. Il ne reviendra pas pour vous. Il ne se bat que pour lui-même. Vous n'étiez qu'une distraction. Elle a arraché le billet de ma main. Ses yeux étaient pleins de larmes. Des larmes de honte. Je vous déteste, a-t-elle craché. Elle s'est retournée. Et elle a couru. Elle a traversé l'open space en courant, en pleurant. Elle a disparu dans l'ascenseur. Le silence est revenu, encore plus lourd qu'avant. Tous les employés me regardaient. Je me suis lissé la chemise. J'ai regardé l'assemblée. Le spectacle est terminé, j'ai dit, ma voix tranchante. Nous avons un hôtel à Annecy à livrer. Remettez-vous au travail. J'ai tourné les talons. Clac, clac, clac. Je suis retournée dans mon bureau. J'ai fermé la porte. Mes jambes ont flanché. Je me suis assise. J'ai tremblé. J'ai regardé mes mains. Elles étaient parfaitement stables. J'ai regardé l'écran. Les plans de l'hôtel. J'ai gagné. Ce n'était pas une victoire joyeuse. C'était une victoire amère. J'avais non seulement vu l'échec de mon mariage, j'avais vu l'échec d'Adrien. L'homme puissant que j'avais craint n'était qu'un lâche. Un lâche qui avait laissé sa maîtresse de 24 ans se battre à sa place. Il m'avait envoyé sa vie et son énergie pour me combattre. Et je l'avais renvoyé avec 100 €. La sonnerie de mon téléphone de bureau a retenti. J'ai décroché. C'était Claire. Oui, Maître Valérie, ligne 2. J'ai pris la ligne. Maître, Élodie, j'ai des nouvelles. L'avocat d'Adrien vient de me rappeler. Il est paniqué. J'ai souri. Je sais. Il doit être occupé. Ils retirent leur première offre. Ils veulent négocier. Vraiment, cette fois. Ils demandent ce que vous voulez. J'ai regardé les plans de l'hôtel d'Annecy. J'ai regardé le vide là où Adrien était censé être. Ils demandent ce que je veux? Oui. Dites-leur que je veux tout. Je suis restée dans mon bureau jusqu'à 20h. Personne n'a osé me déranger. L'open space s'était vidé, un par un, dans un silence de monastère. Je n'ai pas travaillé. Je suis restée assise, à regarder la ville s'allumer. J'ai regardé le bureau vide d'Adrien. La scène avec Camille avait été moche. Il n'y avait aucune victoire à humilier une fille de 24 ans, même si elle était la maîtresse de mon mari. Je n'avais ressenti que du dégoût pour elle, pour sa faiblesse, du dégoût pour Adrien, pour sa lâcheté, et, plus profondément, du dégoût pour moi, pour la femme froide que j'étais devenue, capable de tendre 100 € à une rivale en larmes. Étais-je vraiment cette personne? Ou était-ce simplement ce qui restait, quand tout le reste avait été brûlé? Je vous déteste. Ces mots résonnaient. Je me suis levée. J'ai éteint mon ordinateur. J'ai pris mon sac. En traversant l'open space vide, j'ai vu que quelqu'un avait nettoyé le bureau d'Adrien. Les papiers avaient été empilés. La tasse sale avait disparu. L'ordre reprenait ses droits. Mais c'était un ordre fragile. J'ai allumé une seule lampe. Le silence était différent de celui du bureau. Il était personnel. Il était lourd de 10 ans de souvenirs. La nausée était revenue, ponctuelle. J'ai mangé un yaourt. Je n'avais faim de rien d'autre.
J'ai pris une douche, j'ai lavé l'odeur du bureau, l'odeur de la confrontation. J'ai mis un simple t-shirt et un pantalon de yoga. J'ai regardé l'échographie sur ma table de nuit, le petit cœur qui battait. Pour toi, j'ai murmuré. Tout ça, c'est pour toi. À 22h30, l'interphone a sonné. Le son a déchiré le silence. Agressif, j'ai sursauté. Mon cœur s'est emballé. Il était revenu. Mais cette fois, il n'avait pas utilisé sa clé. Il n'était pas monté. Il sonnait. J'ai marché jusqu'à l'entrée. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone vidéo. Son visage est apparu. En noir et blanc. Granuleux. Il n'était pas le même homme. Ce n'était pas l'animal enragé de l'autre soir. C'était un fantôme. Il pleuvait. Ses cheveux étaient plaqués sur son front. Il avait l'air vieux. Il n'a rien dit. Il a juste regardé la caméra. Suppliant. J'ai appuyé sur le bouton. « Qu'est-ce que tu veux, Adrien ?» Ma voix était métallique, déformée par le haut-parleur. Il a fermé les yeux. Il a pris une profonde inspiration. « S'il te plaît, Élodie, ouvre !» Sa voix était cassée. Ce n'était pas un ordre. Ce n'était pas une menace. C'était une prière. On doit finir ça. J'ai regardé son visage sur l'écran. L'homme qui m'avait dit « On n'a pas d'enfant ». L'homme qui avait défendu sa maîtresse. L'homme qui m'avait dit « Tu n'es rien sans moi ». Il était là, dehors, sous la pluie, battu. J'ai appuyé sur le bouton pour déverrouiller la porte de l'immeuble. Je n'ai pas ouvert ma propre porte. Je l'ai laissée verrouiller. Je l'ai attendu derrière. J'ai entendu l'ascenseur. Puis ses pas. Lent. Il s'est arrêté devant ma porte. Il n'a pas toqué. Il attendait. J'ai déverrouillé. J'ai ouvert la porte. Je me suis tenue dans l'encadrement. Il était là, trempé. Il sentait la pluie et l'alcool, une odeur de whisky bon marché. Ses yeux étaient cernés. Il n'avait pas dû dormir depuis des jours. Camille est venue au bureau, j'ai dit. Ce n'était pas une question. Il a tressailli. Il a hoché la tête. Je sais. Elle m'a appelé en hurlant, après que ses cartes aient été refusées. Il m'a regardé. Tu as gelé les comptes. Oui. Tu lui as donné de l'argent. 100 € pour un billet de train. Il a fermé les yeux, une grimace de douleur sur le visage. L'humiliation, son énergie, sa vie. Elle lui avait coûté 100 €. Bien. Elle a dit que tu étais froide, que tu étais un monstre. Et qu'est-ce que ça change ? Il m'a regardé. Rien. Elle a raison. Tu es un monstre. Il a fait une pause. Et tu as gagné. Ces mots. Laisse-moi entrer, Élodie. Je suis trempée et je suis fatiguée. J'ai reculé. Je l'ai laissé entrer. Pas dans le salon, juste dans l'entrée. Il s'est arrêté à côté de l'endroit où ses valises avaient été. Il dégoulinait sur mon parquet. Mon avocat a parlé à Valérie, a-t-il dit, en s'essuyant le visage. Il dit que tu ne répondras pas. Il dit que tu veux tout. Oui. Tu ne peux pas avoir tout, Élodie. C'est impossible. C'est illégal. Je peux. Et j'aurai les preuves. Au diable les preuves. Il a levé la voix, un éclair de son ancienne rage. Tu crois que ça m'importe encore ? Camille, les photos, tu crois que ça compte ? Ça compte pour un juge. Ça compte pour les investisseurs. Non, il a secoué la tête. Tu ne comprends pas. Tu as gagné. Je le sais. Mais tu ne peux pas prendre la société. C'est ma vie. C'est notre vie. C'est tout ce qu'on a construit. Tu as détruit ce qu'on a construit. Non, l'agence, c'est différent. Le mariage. Élodie, le mariage était mort. Il était mort depuis des années. Tu le sais aussi bien que moi. Il s'est approché. J'ai reculé. C'est pour ça que j'ai fait ça. Parce que j'ai tout fait. J'étais seule. Tu étais là, mais tu n'étais pas là. Toujours dans tes plans. Toujours parfaite. Et froide. Si froide. Tu te justifies, Adrien. Adrien. Non, j'essaie de t'expliquer. J'ai cherché à vivre. C'est tout. J'ai cherché à respirer. J'ai fait une erreur. J'ai choisi la mauvaise personne. J'ai tout gâché. D'accord, je l'admets. Il me regardait désespéré. Tu ne peux pas me blâmer d'avoir voulu vivre. Tu ne peux pas me prendre ça. Je l'ai regardé, l'homme brisé, l'homme pathétique, qui se justifiait encore. Et soudain, j'ai compris. Ce que le Van Hahn logline disait. Tu n'as pas tort. Aime qu'on conseille. J'ai senti un poids immense se lever de mes épaules. Non, Adrien, j'ai dit doucement. Il a relevé la tête, surpris. Un espoir fou dans les yeux. Tu n'as pas tort. Élodie, tu n'as pas tort, j'ai répété. Notre mariage était mort.
Tu avais le droit de vouloir vivre. Tu avais le droit de chercher à respirer. Alors, pourquoi cette guerre? Pourquoi tout ça? L'acier en moi est revenu, froid, tranchant. Parce que tu n'as pas tort sur le pourquoi, mais tu as tort sur le comment. Son espoir s'est éteint. Tu as tort d'avoir menti, tu as tort d'avoir été un lâche, tu as tort de t'être caché, tu as tort d'avoir utilisé les fonds de la société pour ta petite aventure. Je me suis approchée de lui. Et tu as tort, j'ai ajouté, de penser que c'est moi qui vais payer pour ta lâcheté. Il a compris. Toute l'énergie l'a quitté. Il s'est affaissé. Que veux-tu? Sa voix était un souffle. Pas toutes deux. Dis-moi. Le vrai prix. Dis-le-moi. J'ai respiré. Il a hoché la tête. D'accord. La société. Morel and Morel. Il s'est raidi. Élodie. Non. Je ne peux pas. C'est tout ce qu'il me reste. Tu auras ce que tu veux. Tu auras ta vie. Tu auras ta liberté. C'est ce que tu voulais? Non. Mais je n'aurai plus rien. Tu auras la chance de recommencer. Loin de moi. Loin de Lyon. Tu me tues. Mon silence. J'ai répété. Sur l'adultère. Sur le détournement de fonds de la société. Et sur le reste. Le reste? J'ai souri. Froidement. Tu n'as pas besoin de savoir. C'est juste mon assurance. Il a compris qu'il y avait autre chose. Quelque chose qu'il ne savait pas. Et il a eu peur. Vraiment peur. Valérie a les papiers, j'ai dit. Une convention de divorce par consentement mutuel. Modifiée. Tu avais prévu ça? Libre et ruiné. Libre et vivant, Adrien. C'est ce que tu voulais, non? Il m'a regardé. Longuement. Il cherchait l'ancienne Élodie. Celle qui l'aimait. Celle qui aurait pleuré. Il n'a trouvé que moi. Il a lentement hoché la tête. D'accord. Un seul mot. La guerre était finie. J'appellerai mon avocat demain, a-t-il dit. Tu vas l'appeler maintenant. J'ai pointé mon téléphone sur la console. Tu vas l'appeler, tu vas lui dire que tu acceptes mes conditions, celles que maître Valérie lui a transmises cet après-midi. Il a hésité. Fais-le. Il a pris son téléphone, il a composé le numéro. Il tremblait, il a raccroché. Il n'a pas osé me regarder. Il s'est retourné vers la porte. Il a posé sa main sur la poignée. Il s'est arrêté. Tu m'as aimé, Élodie, un jour? La question d'un homme mort. Je l'ai regardé. J'ai pensé au battement de cœur. J'ai pensé à la femme naïve qui avait conduit jusqu'à Marseille. J'ai pensé à la fille de 24 ans qui pleurait dans mon bureau. Je ne me souviens plus, Adrien. Il a baissé la tête. Il a ouvert la porte. Il est sorti dans le couloir. Je l'ai regardé et pour la première fois, je n'ai plus voulu comprendre pourquoi. Je m'en fichais. C'était fini. Je n'étais pas guérie. Mais j'étais sur le chemin. J'ai fermé la porte. J'ai verrouillé. Je me suis appuyée contre le bois. Je suis allée dans la chambre. J'ai pris l'échographie. J'ai gagné. Ce n'était plus un silence de guerre. Ce n'était pas le vide angoissant de la solitude. C'était le silence du vide. Un espace nettoyé. Le lendemain matin, j'ai rencontré maître Valérie. La signature a été une formalité. Adrien n'était pas là. Son avocat l'était. Un homme gris, au visage fatigué, qui n'a pas levé les yeux vers moi. J'ai signé les papiers. Le paraphe en bas de la page. Élodie Morel. Non, j'ai barré Morel. J'ai signé Élodie Martel. Mon nom de jeune fille. L'avocat d'Adrien a levé un sourcil. Un détail, a dit maître Valérie avec un sourire fin. 10 ans de ma vie. Effacé par un trait d'encre. En sortant du cabinet, l'air de Lyon me semblait différent. Mais ce n'était plus chez moi. C'était une scène de crime. C'était une cage dorée que j'avais gagnée, mais dans laquelle je ne voulais plus vivre. J'ai appelé un agent immobilier le jour même. Je veux vendre, vite. 3 semaines plus tard, tout était fini. Je n'ai gardé que mes livres, mes vêtements et l'ordinateur contenant mon travail. Le dernier jour, je me tenais dans le salon vide. L'écho de nos vies résonnait sur le parquet nu. J'ai posé ma main sur mon ventre. Il commençait à s'arrondir. 4 mois. Mon secret était de moins en moins secret. La nausée avait disparu, remplacée par une faim constante et une fatigue profonde. J'ai quitté Lyon sans un regard en arrière. J'ai conduit jusqu'à Annecy. Pas Marseille, la ville de la trahison. Pas Lyon, la ville des fantômes. Annecy, la ville du lac, la ville de l'avenir, la ville de mon projet d'hôtel. C'était temporaire, c'était simple, c'était à moi. Je n'ai pleuré qu'une seule fois, la première nuit à Annecy. Assise sur un lit qui n'était pas le mien, entouré de cartons. Le silence était si complet. Il n'y avait plus d'Adrien à détester. Il n'y avait plus de Camille à mépriser. Il n'y avait plus de bataille à mener. Il n'y avait que moi, et le bébé,
Et la peur, une peur écrasante. Avais-je fait le bon choix? J'avais gagné la guerre, mais j'étais seule sur le champ de bataille, j'ai pleuré pour l'homme que j'avais aimé, pour l'homme qu'il était devenu, et pour la femme impitoyable que j'avais dû devenir pour survivre. Le lendemain matin, je me suis réveillée, les yeux gonflés. Le soleil se levait sur le lac. J'ai pris une douche, l'acier n'était plus là. Ce n'était pas de l'acier, c'était une coquille. Et elle s'était brisée. Ce qui restait était moi, fatiguée, enceinte, seule et libre. La reconstruction a commencé par l'agence. Je suis retournée à Lyon une dernière fois. J'ai réuni les employés, les 20 visages qui me regardaient, nerveux. J'ai annoncé la nouvelle. Adrien Morel a quitté la société. Personne n'a semblé surpris. Il y a eu des murmures. L'agence s'appelle désormais Atelier Martel, mon nom. J'ai regardé l'assemblée. Je comprends que ce changement soit brutal. Adrien était le visage de cette agence. J'en étais la structure. J'ai fait une pause. La structure reste, mais la direction change. Je ne serai pas Adrien. Je ne charmerai pas les clients. Je ne ferai pas de grandes promesses. J'ai posé mes mains sur la table. Je ne ferai qu'une chose, l'excellence, le travail. Notre projet à Annecy est maintenu. Il est notre priorité. Ceux qui sont ici pour le travail, pour l'architecture, vous êtes les bienvenus. Ceux qui étaient ici pour autre chose, la porte est ouverte. Les protégés d'Adrien, les vendeurs, 16 sont restés. Les créatifs, les techniciens, les silencieux. L'équipe s'est resserrée. Nous avons déménagé l'agence. Un espace plus petit, plus fonctionnel, plus honnête. Et je me suis plongée dans le projet de l'hôtel d'Annecy. Ce n'était plus un travail, c'était ma renaissance. Les mois ont passé. Mon ventre s'est arrondi. Ma vie a pris un nouveau rythme. Lever tôt. Visite du chantier. Je portais un casque de sécurité sur mon chignon, mes bottes de chantier. Les ouvriers m'appelaient Madame la chef. Au début, ils étaient méfiants. Une femme enceinte sur un chantier, mais ils ont vu. Ils m'ont vu vérifier les fondations. Corriger les plans, grimper aux échafaudages, aussi longtemps que j'ai pu. J'étais exigeante, j'étais précise, j'étais juste. Je n'étais pas froide, j'étais concentrée. Le bâtiment sortait de terre, et en moi, la vie grandissait. C'était une existence étrange. Professionnellement, j'étais plus puissante que jamais. Je dirigeais un chantier, je dirigeais une agence, je prenais toutes les décisions. Personnellement, j'étais d'une vulnérabilité absolue. Je préparais mon dîner. Pour un, je suivais des cours de préparation à l'accouchement. Seule. Entourée de couples. Encore. Mais la tristesse avait disparu, remplacée par une détermination farouche. Je parlais à mon bébé, je lui racontais ma journée, je lui parlais des plans, du choix des matériaux. Tu vois, je disais en caressant mon ventre, ici nous allons mettre du bois, pour que ce soit chaud, pas comme à Lyon. Je n'étais plus la femme d'Adrien, je n'étais plus la victime de Camille, je devenais moi. Élodie Martel, architecte et mère, les doutes revenaient parfois. La nuit, l'isolement. Avais-je sacrifié ma capacité à aimer pour gagner une bataille d'ego? Adrien avait-il raison? Étais-je devenue un monstre? Une femme qui ne pouvait vivre que pour le travail? Puis je sentais un coup de pied, un petit rappel. Non, je ne vivais pas que pour le travail, je vivais pour lui. Ou elle. Je vivais pour nous. Maître Valérie m'a appelé un après-midi d'automne. J'étais à 7 mois de grossesse. L'hôtel était presque hors d'eau. Élodie, j'ai des nouvelles. Lesquelles? Bien, il y a autre chose. L'avocate d'Adrien m'a contacté. Mon cœur s'est serré. Pourquoi? Adrien est en difficulté. Il a tenté de monter une nouvelle affaire, à Marseille. Et il a échoué, spectaculairement. Je n'ai rien dit. Apparemment, son nom est grillé à Lyon et à Marseille, son énergie n'a pas suffi. Il n'avait plus la structure que vous représentiez. Que me voulez-vous, maître? Il demande de l'argent. J'ai ri un rire court. Il ose. Il demande une révision de l'accord. Il dit que vous l'avez ruiné. La réponse est non. Je m'en doutais. Mais il y a autre chose. C'est pour cela que je vous appelle. Oui? Son avocat a posé une question très spécifique. J'ai attendu. Il m'a demandé si vous étiez enceinte au moment de la signature. Le silence. J'ai regardé par la fenêtre. Le lac était gris. Que lui avez-vous répondu, maître? Bien. Élodie, il le sait, ou il s'en doute. Et alors, il pourrait
tenter une action pour paternité ou pour annulation de l'accord pour vice de consentement. Dissimulation, la peur, cette vieille amie. Elle est revenue. Peut-il gagner? Gagner? Non. L'accord est blindé, le divorce est prononcé. Mais peut-il rendre votre vie compliquée? Oui. Surtout avec un nouveau-né. J'ai fermé les yeux. L'homme qui avait dit « On n'a pas d'enfant ». Il ne fera rien, j'ai dit. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce qu'il n'a pas d'argent. Et parce qu'il est lâche, il n'a pas le courage de se battre pour un enfant qu'il n'a jamais voulu. Il veut juste de l'argent. Je l'espère. Merci, maître. J'ai raccroché. J'ai posé mes mains sur mon ventre. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de protéger mon enfant de son propre père. Je suis restée là à regarder le lac, la coquille que je pensais avoir brisée. J'ai senti qu'elle se reformait, plus dure, plus froide. Non. J'ai respiré. Ce n'était pas de la froideur, c'était de la force d'une mère. Adrien ne m'avait pas seulement trahi, il m'avait transformée, il m'avait appris à me battre, et maintenant, je savais exactement pourquoi je me battais. L'hiver est arrivé. Le lac d'Annecy a pris des teintes d'acier, le même acier qui avait soutenu ma colonne vertébrale. Le chantier de l'hôtel a ralenti, prisonnier du gel. Ma vie s'est ralentie aussi. Je ne pouvais plus visiter le chantier. J'étais trop lourde, trop fatiguée. Les visioconférences, les plans corrigés numériquement. Mon monde s'était rétréci à ces 4 murs et à la vie qui grandissait en moi. La peur déclenchée par l'appel de maître Valérie ne m'a pas quittée. Chaque coup de fil inconnu, chaque lettre officielle. Je sursautais. J'imaginais Adrien, j'imaginais une convocation au tribunal, une bataille pour la garde, un test de paternité. J'imaginais mon enfant, mon bébé, objet d'une négociation. L'homme qui avait dit « On n'a pas d'enfant » allait-il revenir réclamer le sien maintenant qu'il savait? Ou était-ce juste une autre menace vide, une autre tentative pathétique pour obtenir de l'argent? Je ne savais pas. Et ne pas savoir était une nouvelle forme de torture. J'ai accouché en janvier, seule, par une nuit glaciale où la neige tombait en silence sur le lac. Les contractions m'ont réveillée à 2 heures du matin. J'ai appelé un taxi. J'ai pris le sac que j'avais préparé des semaines auparavant. À l'hôpital, l'infirmière m'a demandé « Où est le papa ?» « Il n'y a pas de papa », j'ai répondu. Ma voix était calme. Ce n'était plus un mensonge. C'était un fait. Le travail a été long, douloureux. Il n'y avait personne pour me tenir la main, personne pour me dire de respirer. Personne, sauf moi. Et dans la douleur, j'ai trouvé une force que je ne soupçonnais pas. Ce n'était pas la force froide de la colère, c'était une force animale, primaire, la force de donner la vie, quand ils l'ont posée sur ma poitrine. Une fille, minuscule, les yeux fermés, le visage froissé. Elle sentait le sang et le miracle. Tout le reste a disparu. La trahison, la colère, la peur. Tout s'est dissous. Il n'y avait plus que cette petite chose, cette chaleur contre ma peau. J'ai pleuré. Pas des larmes de vide ou de tristesse, des larmes de soulagement. « Salut !» j'ai murmuré, ma voix cassée. « C'est moi, c'est maman. » Je l'ai appelée Théa. Simple, fort. Ma vie a basculé. Les premiers mois ont été un brouillard de couches, de biberons à 3 heures du matin, de fatigue si profonde qu'elle en devenait physique. L'agence, l'hôtel. Tout ça semblait si loin. Mon univers, c'était elle. La façon dont sa petite main s'agrippait à mon doigt, son odeur. Je n'étais plus seule. Je n'étais plus jamais seule. Je pensais de moins en moins à Adrien. Il était une figure lointaine, un fantôme d'une autre vie. Parfois, je regardais Théa dormir. Elle avait mes yeux, mais elle avait la forme de sa bouche, un rappel que le bonheur est souvent construit sur les ruines du passé. Le printemps est revenu. Théa avait 3 mois. L'hôtel d'Annecy a ouvert ses portes. L'hôtel du lac, conçu par l'atelier Martel. C'était un triomphe. Les critiques c'était unanime. Une merveille de bois et de lumière. Une architecture qui respire. Pas froid, chaleureux, vivant. Mon équipe est venue de Lyon pour l'inauguration. Ils m'ont offert un bouquet de fleurs. Ils ont regardé Théa, endormie dans mes bras. « Vous l'avez fait, Madame Martel ?» a dit mon chef de projet. « Non », j'ai répondu. « Nous l'avons fait. » J'étais là. Dans le lobby de mon hôtel, mon bébé dans les bras. J'avais tout. La carrière, l'enfant,
l'indépendance. J'avais gagné, sur tous les tableaux. Et c'est là, au sommet de ma victoire, que la lettre est arrivée. Pas une lettre d'avocat, une lettre manuscrite, l'écriture d'Adrien. Elle avait été envoyée à l'agence qui me l'avait transférée. Pas d'adresse d'expéditeur. Mon cœur s'est arrêté. La peur, l'ancienne amie. J'ai attendu que Théa soit endormie. Je me suis assise sur mon petit balcon, face au lac. J'ai ouvert l'enveloppe. Mes mains tremblaient. La lettre était courte. Élodie, j'ai appris que tu avais un enfant. Une fille. J'ai vu les dates. J'ai calculé. Elle est de moi. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré. Tu m'as caché ça. Tu m'as menti. Tu as utilisé ça contre moi. Tu as tout pris. Tu as tout pris en sachant que tu avais... mon enfant. Valérie a raison. Tu es un monstre. J'ai voulu te détruire. J'ai voulu aller au tribunal. J'ai voulu te prendre ma fille, juste pour te faire mal, juste pour te faire payer ce que tu m'as fait. J'ai passé les 6 derniers mois à y penser, à ruminer ma haine, à essayer de trouver de l'argent pour payer un avocat. Et puis, j'ai reçu une photo. Un de tes anciens employés, je crois. Une photo de l'inauguration de l'hôtel. Toi, tu tenais le bébé. Tu souriais. Un vrai sourire. Pas celui que je connaissais. Pas le sourire froid de la faim. Et j'ai compris. J'ai compris que je ne pouvais pas me battre. Pas parce que je n'ai pas d'argent. Mais parce que je n'ai aucun droit. Pas le droit légal, mais le droit moral. Un homme qui dit à sa femme « On n'a pas d'enfant, n'a pas le droit d'être père. J'ai été un lâche. J'ai été un idiot. J'ai été tout ce que tu penses de moi. » Et pire encore, je ne te demande pas pardon. Il n'y a pas de pardon pour ça. Je ne demande pas d'argent. Je ne demande rien. Je veux juste que tu saches une chose, je ne reviendrai pas, je ne serai pas un fantôme dans votre vie. Ma fille, elle mérite mieux que moi. Elle mérite la force que tu as eue, pas la faiblesse que j'ai montrée. Je ne veux pas savoir son nom, c'est plus facile comme ça. Vis ta vie, Élodie, tu l'as gagnée. Adieu, Adrien, je suis restée là. La lettre tremblait dans ma main, je ne pleurais pas, j'étais vide. Toute la peur, toute la tension des 9 derniers mois, elle s'est évaporée. Il ne se battrait pas. Il avait disparu. Il s'était effacé lui-même de l'équation. J'ai regardé le lac. J'ai relu la lettre. J'ai cherché la rage. J'ai cherché la tristesse. Je n'ai rien trouvé. J'ai pensé à cet homme. Adrien. L'homme que j'avais aimé. L'homme que j'avais haï. L'homme qui m'avait demandé, à la fin, « Tu m'as aimé un jour ?» Et j'avais répondu, « Je ne me souviens plus. » Maintenant, je me souvenais. Je me souvenais de tout. Mais ça n'avait plus d'importance. J'ai regardé la lettre. J'ai essayé de comprendre. Pourquoi avait-il trahi? Parce qu'il était faible? Parce que j'étais froide? Parce que Camille était vivante? Parce qu'il s'ennuyait? Pourquoi avait-il écrit cette lettre? Par culpabilité? Par véritable prise de conscience? Ou juste une dernière tentative pathétique d'avoir le dernier mot? J'ai tourné ces questions dans ma tête. Pourquoi? 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 Et soudain, j'ai arrêté. Je me suis surprise à essayer de le psychanalyser, essayer de trouver la raison, et j'ai compris. Je m'en fichais. Je me fichais de savoir pourquoi il l'avait fait. Je me fichais de savoir pourquoi il avait écrit cette lettre. Ça ne changeait rien. Ça ne changeait pas les nuits seules, ça ne changeait pas l'accouchement, ça ne changeait pas le fait que Théa grandirait sans père. Ça n'avait plus d'importance. Le pourquoi était sa prison, pas la mienne. Quand mon iyo visa au fanboy, qu'on la look ta dessus de Tualan. Quand on ne veut plus comprendre pourquoi ils ont trahi, c'est là qu'on est vraiment guéri. J'ai souri. Un vrai sourire. Pas celui de la victoire, pas celui de la froideur, le sourire de la faim. Je n'étais pas guérie. On ne guérit jamais vraiment d'une telle amputation. Mais j'étais en paix. J'ai pris la lettre d'Adrien. Je l'ai tenue au-dessus de la table. J'ai pris le briquet que j'utilisais pour allumer les bougies. Et j'ai mis le feu au coin du papier. La flamme a mangé le papier. Les mots d'Adrien, ses dernières justifications, sa lâcheté finale déguisée en noble sacrifice, tout s'est tordu, est devenu noir, puis gris. La cendre était si légère. Un petit souffle de vent venu du lac l'a attrapée. Elle s'est dispersée dans l'air froid du soir. Adieu. Le mot est sorti de moi. Ce n'était pas une parole de tristesse. Ce n'était pas de la colère. C'était un constat. Une porte que l'on ferme. Un livre que l'on referme. J'ai regardé les derniers flocons de cendre disparaître dans l'obscurité. J'ai regardé ma main. Elle ne tremblait plus. Le « pourquoi ?» cette question qui m'avait hantée. Pourquoi m'avait-il trahi? Pourquoi avait-il choisi Camille? Pourquoi avait-il menti?
Cette question qui m'avait rongée comme un acide, m'empêchant de dormir, m'empêchant de manger. Cette question qui m'avait forcée à devenir cette femme froide, calculatrice, impitoyable. Cette question, en regardant la cendre voler, m'a semblé sans importance. Elle était stupide. La réponse n'avait aucune valeur, qu'il l'ait fait par ennui, par faiblesse, par désir, par crise de la quarantaine. Le résultat était le même. La trahison était un fait. Pas une énigme à résoudre, c'était son problème, sa pathologie, pas la mienne. Et en acceptant cela, en acceptant de ne plus jamais chercher à comprendre, j'ai senti le dernier fil se rompre, le dernier lien qui me rattachait à lui. Ce n'était pas la haine, ce n'était pas l'amour, c'était le besoin de comprendre. Et il avait disparu. J'ai respiré. L'air était froid. Il sentait la neige et le lac, il ne sentait plus la fumée. Je suis rentrée à l'intérieur. Il sentait le lait et le talc. Dans le berceau, Théa a fait un petit bruit. Elle s'est agitée dans son sommeil. Je me suis approchée. J'ai regardé son visage, si petit, si parfait. La forme de sa bouche, la seule chose qu'il lui avait laissée. J'ai posé ma main sur sa poitrine. J'ai senti son cœur battre. Bat, 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 bat. Le même son que j'avais entendu à l'hôpital de Lyon. Le son qui m'avait donné la force de me battre. Adrien, il croyait avoir perdu une société. Il croyait avoir perdu de l'argent, un statut. Il ne savait pas ce qu'il avait perdu. Il n'avait aucune idée. Il pensait que j'étais un monstre qui avait gagné. Il n'avait rien compris. Il n'y avait rien à gagner. Il y avait seulement à survivre. Il se demandait, ai-je pensé, s'il restait quelqu'un pour croire en l'amour. C'était la question de l'homme cynique qu'il était devenu. L'homme qui confondait l'amour avec l'excitation, la passion avec la possession. J'ai caressé la joue de ma fille. Moi, j'ai murmuré, moi j'y crois. Ce n'était pas le même amour. Ce n'était pas l'amour adolescent qui fait battre le cœur. Ce n'était pas l'amour romantique des films. C'était quelque chose de plus fort. Quelque chose qui pousse à 3 heures du matin pour un biberon. Quelque chose qui signe des contrats, qui construit des bâtiments, qui affronte des lâches. C'était l'amour qui ne prend pas. C'était l'amour qui construit. J'ai souri. Un vrai sourire. Pour personne d'autre que moi. Et pour elle. 1 an plus tard. Le soleil de mai inondait la terrasse de l'hôtel du lac. Mon hôtel. L'endroit était plein. Des gens riaient, buvaient du café. Le bois clair que j'avais choisi renvoyait une lumière chaude. Les baies vitrées donnaient sur le lac scintillant. Ce n'était pas un musée, ce n'était pas froid, c'était vivant. J'étais assise à une table dans un coin. Un carnet de croquis était ouvert devant moi. Je dessinais. Les lignes d'une nouvelle maison. Une maison pour moi. Une maison avec un jardin. À côté de moi, dans une chaise haute, Théa babillait. Elle avait 1 an et demi. Elle avait des boucles indisciplinées, les mêmes que les miennes. Elle a tendu une petite main collante de confiture de fraises et l'a posée sur mon dessin. J'ai ri, j'ai essuyé la confiture. Doucement, mon cœur, c'est le travail de maman. Elle a ri aussi. Elle ne savait pas. Elle ne savait rien de Marseille. Elle ne savait rien d'un homme nommé Adrien. Elle ne savait rien de la haine, de la trahison ou des contes gelés. Son monde était simple. Il y avait le lac, le soleil et moi. Une serveuse s'est approchée. « Madame Martel, un autre café ?»« Oui, merci Sophie. » Elle a souri. « L'hôtel est magnifique, vraiment. »« Merci, c'est le travail de toute une équipe. » J'ai regardé Théa. Elle essayait d'attraper une abeille qui volait près de sa chaise. J'ai repensé au Van Han logline de cette histoire. Cette phrase que j'avais ressentie à Marseille, ce rire au bord des larmes. Il n'a pas tort, il poursuit juste un amour vibrant. Et moi, j'ai tout l'argent. J'avais été si cynique, si blessée. J'avais cru comme lui que tout était une transaction. L'argent contre la passion, la sécurité contre la liberté. J'ai regardé autour de moi. L'hôtel que j'avais construit, la fille que j'élevais, l'agence qui portait mon nom. J'avais l'argent, mais j'avais aussi l'amour vibrant. J'avais la vie. Je n'avais pas eu à choisir. J'avais juste eu à me battre. Adrien. Je me demandais parfois où il était. S'il était toujours à Paris, s'il était toujours personne, s'il pensait toujours à moi comme à un monstre, s'il regrettait. J'ai bu une gorgée de mon café et j'ai réalisé, je m'en fichais. Je ne lui souhaitais aucun mal, je ne lui souhaitais aucun bien. Il était hors sujet. J'avais cessé d'essayer de comprendre pourquoi il avait trahi. Et c'était vrai, j'étais guérie. La serveuse est revenue avec mon café. Elle a posé une petite enveloppe sur la table. « Oh, ceci est arrivé pour vous, de la poste ?»
J'ai froncé les sourcils. Ce n'était pas une facture, c'était une carte postale. Je l'ai retournée, une photo de Barcelone, la Sagrada Familia. Il n'y avait pas de texte, juste une signature. Camille, juste son nom. Pas de message, pas d'excuse, pas d'accusation, juste un signe. Elle était à Barcelone, elle voyageait, elle avait survécu. Elle aussi, elle avait trouvé sa propre vie. J'ai regardé la carte. La vieille femme jalouse et la jeune maîtresse. Nous étions les deux victimes de la faiblesse d'Adrien. Et nous avions toutes les deux survécu. Lui seul était resté prisonnier de ses propres mensonges. J'ai souri, j'ai glissé la carte postale dans mon carnet de croquis. Comme un marque-page, Théa a tendu les bras vers moi. Je l'ai sortie de sa chaise haute, je l'ai assise sur mes genoux. Elle a posé sa tête contre ma poitrine. J'ai respiré l'odeur de ses cheveux. Tu n'as pas tort, Adrien. Tu n'avais pas tort de vouloir vivre. Tu avais juste tort de croire que j'étais morte. Il se demandait si quelqu'un croyait encore en l'amour. Moi, oui. J'avais juste arrêté de croire en le sien. Et j'avais, enfin, commencé à croire au mien. J'ai embrassé le sommet du crâne de ma fille. Le soleil était chaud sur mon visage. L'architecte, la mère, j'étais là. Et j'étais complète.